Bonjour, je m'appelle Sylvia de Yelsi Dog, éducatrice canine comportementaliste. Je suis invitée aujourd'hui à Radio Nîmes et c'est avec grand plaisir que je vais répondre aux questions de Pauline. Alors expliquez-nous un petit peu en quoi consiste le métier de comportementaliste. Alors le métier de comportementaliste, au point de vue juridique, c'est un grand flou. Mais par contre, le comportementaliste a un rôle déterminant dans l'explication au maître comment réagir et interagir avec son animal. Le comportementaliste, si vous regardez bien le mot, il y a mental dans comportementaliste. Cela veut dire tout simplement qu'on travaille avec les capacités cognitives de l'animal. Je forme le maître à mieux comprendre, à interagir avec son chien tout en respectant l'état émotionnel du moment de l'animal. Vous intervenez sur tout type d'animaux? Toute race. Ma spécialité, c'est le trouble du comportement chez le chien, c'est-à-dire que les animaux qui ont été maltraités ou abandonnés, donc j'interviens à ce moment-là. Mais j'ai dit que tout type de chien, bien sûr. Et quelles sont les difficultés courantes que rencontrent les maîtres avec ce type de chien? Alors, le maître, c'est surtout qu'il doit être suffisamment disponible pour l'animal. L'animal a besoin d'être compris, ça demande du temps, on n'appuie pas sur un bouton pour obtenir les comportements que l'on souhaite. Donc ça veut dire déjà mettre le chien en relation de confiance. Voilà. Et ça demande du temps. Il faut gérer les émotions du maître pour pouvoir gérer celles du chien, donc il faut en prendre conscience. Voilà. Et combien de temps est-ce que ça peut prendre pour arriver à obtenir un résultat sur un chien qui serait difficile au départ? Alors, on travaille vraiment avec l'état émotionnel de l'animal. C'est-à-dire que déjà au départ, il faut instaurer une relation de confiance. C'est-à-dire qu'avec le maître doit avoir une position, c'est avec moi, rien de mal ne peut arriver. On va amener le chien à se libérer, c'est-à-dire à ne pas être pris sous l'emprise des émotions, c'est-à-dire de ce qu'il aurait vécu auparavant. C'est-à-dire mettre le chien en confiance. C'est-à-dire le faire venir à soi, le codifier, c'est-à-dire que le mot doit correspondre à une action ou à un comportement. C'est pour cela que je dis que je forme le maître à ce que justement il sache faire, qu'il ait les connaissances requises sur un minimum d'éthologie, c'est l'étude du comportement de l'animal, et ensuite mettre justement en application les conseils que je vais donner au cas par cas, car chaque chien est génétiquement unique, il va réagir avec son vécu, ses expériences, son environnement. Lorsque le chien est bien éduqué, donc bien codifié, quel que soit l'environnement, l'animal saura réagir et interagir avec son maître de manière positive, bien sûr. Concrètement, quelle est votre méthode? Comment agissez-vous pour instaurer cette relation de confiance entre maître et chien? Par quel type d'exercice? Alors, l'exercice du rappel, de la codification, c'est-à-dire qu'avec le mot oui et non, ce sont les deux mots magiques que le maître doit apprendre parce que l'animal a besoin d'avoir une structure, c'est-à-dire c'est pas l'enfant roi de la maison, ça reste un canidé et il faut l'aimer comme un canidé. Il faut des règles, comme on en appliquerait des règles à un enfant, c'est-à-dire le oui c'est la satisfaction du maître, oui égale positivement le sourire, la friandise, une friandise à haute valeur gustative pour que l'association soit rapide et s'enregistre dans le disque dur du chien, donc dans sa mémoire profonde. Et puis il y a le non où c'est non négociable. Lorsque je te dis non, n'essaie même pas. Voilà, c'est ce que l'animal doit comprendre. Toujours, bien sûr, le non doit être... Alors l'animal, lorsque je fais des bilans comportementaux, l'animal connaît parfaitement le non. Non, fais pas ci, non, fais pas ça. Donc l'éducation devient répression. En fait, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Il faut apprendre le oui également. L'émotionnel, le oui. L'animal est capable d'enregistrer 44 expressions faciales et micro-expressions. C'est énorme. Donc il faut être démonstratif. Si la personne est allée à gélaste, ce qu'on appelle le silence des émotions, c'est-à-dire que la personne ne montre pas son état émotionnel, l'animal ne peut pas vous lire. Donc automatiquement, il va être dans la retenue, dans la méfiance. Voilà. Et quels conseils vous donnez en général aux gens pour qu'ils arrivent à... Alors les conseils sont personnalisés évidemment puisqu'il n'y a pas de chien, tous les chiens sont génétiquement uniques. Il faut trouver le bon équilibre entre le caractère du maître et le caractère du chien. On n'éduque pas un chien selon des méthodes.
On éduque vraiment à travers la sensibilité de l'animal, le caractère du chien, mais également le caractère du maître et la sensibilité du maître. Donc il faut trouver cette harmonie, c'est-à-dire vraiment ce juste équilibre. Donc c'est pour ça que je dois former le maître selon ses aptitudes à lui, mais également aux aptitudes du chien. Et bien sûr tenir compte, parce qu'en fait dans l'éducation de l'animal, il y a beaucoup de facteurs inconnus que je dois apprendre, observer à travers chaque personne, mais également aussi à travers les facteurs de l'animal, du vécu, de ce qu'il a traversé comme expérience. Et tout ça, je dois, moi, trouver la bonne symbiose pour que justement chaque maître, avec son animal, sache faire. Donc c'est du cas par cas. Il n'y a pas de méthode générale, globale. J'ai observé malheureusement trop de cas d'incompréhension entre l'animal et l'être humain. Alors, j'ai vu malheureusement des choses qui étaient complètement ahurissantes, donc moi je me suis remise en question, je me suis dit non, il y a d'autres façons, il y a d'autres approches pour que justement l'éducation de l'animal et la formation du maître soient cohérentes, parce que les incompréhensions sont souvent liées à l'inconstance du maître. C'est-à-dire qu'on éduque les chiens comme on éduquerait les enfants, et ce n'est pas tout à fait la même chose. Justement, je vais faire une démonstration d'obéissance avec des explications au Salon de l'animal et de la nature le 7 et le 8 septembre à Palavas-les-Flots, où justement j'explique aux futurs maîtres, voilà, vous vous engagez à éduquer, à prendre le temps d'apprendre vous-même à savoir interagir avec l'animal, ça demande du temps. On ne prend pas un chien comme on achèterait un sac à main, parce que justement l'éducation, ça évite les abandons, donc il faut en prendre conscience. Lorsqu'on comprend son animal, on sait interagir, donc on n'est pas dans l'incompréhension, donc l'animal ne va pas ni vous mordre, ni agresser quelqu'un d'autre, voyez. Donc c'est important d'en prendre conscience avant de faire l'acquisition d'un animal. On s'engage sur 13 ans, 14 ans, et donc c'est important de justement, pour éviter cette maltraitance ou l'abandon, d'éduquer les chiens. Vous seriez pour l'instauration d'une formation pour les maîtres? Évidemment. Alors justement, vous en parlez, et ça me donne l'occasion de parler d'une école, de création d'un centre de formation pour les éducateurs canins, pour les comportementalistes, mais également pour les maîtres. Pour les enfants, pour leur apprendre aussi le respect de l'animal. On est dans un monde virtuel où on est de plus en plus des applications, on appuie sur des boutons, on a tout de suite. Alors que l'animal nous ramène à l'essentiel, c'est-à-dire à savoir respirer, nous détendre, à être dans le moment présent, à être conscient de profiter de l'instant présent plutôt que d'être toujours dans un avenir plus ou moins lointain. Et justement, quels sont les conseils que vous donnez généralement aux maîtres pour arriver à comprendre leur chien? Yelsey Dog s'engage 100% réussite si le maître applique. Mais il faut que le maître soit dans cette dynamique d'apprendre, d'accepter les conseils qu'on va donner, d'être psychologiquement prêt ou prête à changer les habitudes qu'on a instaurées déjà au préalable à la maison, dans l'habitat. C'est important d'être dans la bonne dynamique. Au téléphone, déjà, lorsque les personnes m'appellent, je leur dis, êtes-vous prêt ou prête à changer vos habitudes avant même que je me déplace? Parce qu'un bilan comportemental, ça a un coût quand même. Donc je ne veux pas faire perdre le temps ni aux personnes qui m'appellent, ni perdre du temps. Car perdre du temps, c'est gaspiller sa vie. Et les gens viennent généralement avec des chiots ou avec des chiens adultes? Alors, tous les chiens doivent être éduqués, quel que soit l'âge. Évidemment, il ne faut pas amener un chien qui a 13 ans, mais quel que soit l'âge, puisque la codification, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on apprend au maître à savoir comprendre son chien, mais c'est une réciprocité dans la compréhension. C'est pas simplement le maître, c'est ok, j'apprends au maître à savoir interagir, mais l'animal va comprendre son maître. Et là, on arrive à faire quelque chose de magique. Est-ce que vous avez des maîtres récalcitrants? Non, parce que moi je suis très sociable et très pédagogue, donc non, mais j'amène les gens à comprendre que voilà, le chien n'est pas un enfant, on doit les aimer comme des canidés, parce qu'après à l'adolescence, justement on a des troubles du comportement, par exemple l'anxiété de séparation, c'est-à-dire qu'on les aime comme des enfants, ils dorment avec nous, et j'en passe, et donc après à l'adolescence, l'animal ne comprend pas pourquoi on lui impose certaines restrictions, et la frustration chez l'animal, elle est nécessaire. Alors une frustration qui est dosée, évidemment, on ne cherche pas à écraser l'animal, on cherche simplement à lui dire voilà, il y a des règles.
Il y a des règles, donc c'est le oui et c'est le non. Il y a toute une approche, hein. Là je simplifie. Mais c'est tellement agréable d'avoir un animal qui nous comprend, un animal qui nous respecte, qu'on puisse amener au restaurant, à l'hôtel, partout. Moi, les miens, je les prends partout et ils sont hyper respectueux. Voilà, mais alors après, lorsque je leur demande quelque chose, ils ne doivent pas négocier l'ordre. Voilà. Et tout le temps dans la douceur. Il faut être ferme, il faut être douce au moment où il faut. Et quelle formation est-ce que vous avez fait pour devenir comportementaliste? Alors, la formation, moi je travaille du matin jusqu'au soir avec les animaux et avec les gens. J'aime les gens, j'aime les personnes et j'aime les animaux. Donc déjà à la base, il faut aimer le contact. La formation, j'ai passé un certificat de capacité. Je me forme perpétuellement, chaque année je pars en formation, alors aux États-Unis. Je me forme régulièrement pour que justement on ne cesse jamais d'apprendre. On doit avoir un maximum d'outils dans notre boîte à outils. Donc ça veut dire que il faut... Par contre, je travaille énormément avec l'émotionnel. L'émotionnel du maître et l'émotionnel du chien. Et on a tendance à l'oublier. On veut absolument que le chien obéisse. Sauf que ça ne suffit pas de donner des ordres. Il faut vraiment travailler cette relation de confiance avec cette codification qui est hyper importante. Pour que c'est un ensemble. Si vous voulez, dans l'éducation, tout est imbriqué. Les émotions, la codification. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La codification, c'est un nouveau code communicationnel que j'apprends au maître pour que le maître sache faire. Mais c'est une entente mutuelle, c'est un respect mutuel entre l'homme et l'animal. Voilà. Donc il n'y a pas d'école spécifique pour étudier le comportementalisme? Alors, justement, je vais ouvrir cette Yelsi Academy sur la commune d'Aubé. L'école sera ouverte à partir du 5 octobre 2020. Les inscriptions à partir du mois de juin, du 1er juin. Et donc justement, ça va être une école où justement tout va être pris en compte, c'est-à-dire pas uniquement l'obéissance du chien, mais le savoir-être du maître. Donc la connaissance éthologique, le savoir-être et le savoir-faire. Tenir compte de la psychologie du maître, mais aussi du psycho-comportement de l'animal. C'est un ensemble, on ne peut pas occulter l'un ou l'autre. Justement, est-ce que vous vous décririez un peu comme une psychologue? Non, je ne me considère pas, j'aime pas les étiquettes déjà, mais c'est surtout déjà le terme comportementaliste devrait être mieux encadré, mieux structuré et bien être conscient que le ou la comportementaliste travaille avec les capacités cognitives de l'animal. Ça requiert une connaissance suffisante sur les chiens, mais également sur les êtres humains. Et lorsque vous avez un chien qui ne veut absolument pas obéir et le maître va peut-être baisser les bras, comment est-ce que vous faites pour vous motiver et pour montrer que rien n'est perdu? Si l'animal, alors tout dépend l'animal, la réaction de l'animal. Si l'animal est vraiment dans une hyper craintif, je vais attendre un petit peu, je vais travailler avec une autre façon, une autre approche. Donc je vais adapter chaque fois, mais il y a toujours des solutions. Après, plus l'animal a souffert, plus ça va être long. Donc, mais il y a toujours des solutions. Après, le comportementaliste, il ne faut pas rêver, n'est pas un magicien ou une magicienne. Il y a des traumatismes qui restent gravés dans le cerveau du chien. C'est un petit peu comme chez l'être humain. On ne peut pas prendre une gomme, effacer la mauvaise expérience et repartir à zéro. On vit avec. Chez l'être humain, on a la parole, elle est libératrice. Donc ça nous permet de vivre avec. Mais chez le chien, il n'y a pas de parole. Il n'y a que des comportements. Et à travers l'observation de ces comportements, on va amener le chien à changer sa façon son image de l'être humain, surtout quand il y a des traumatismes profonds. Et ça, c'est la relation de confiance. Regarde, je vais accepter d'attendre le comportement de l'animal. Je ne vais pas l'obliger à faire ce que je lui demande, mais je vais l'amener à ce que ce soit agréable pour lui, en mettant les intonations adéquates, le comportement, la gestuelle. Voilà. Donc tout est important. Donc c'est réducteur de dire aujourd'hui, voilà, je peux faire ça ou ça ou ça. Non, je vais m'adapter au comportement du maître et au comportement de l'animal. Donc vraiment, c'est chaque fois une adaptation différente. Quel est le cas le plus difficile que vous ayez eu à prendre en charge? Les cas les plus difficiles, ce sont les levriers qui arrivent d'Espagne, qui ont été vraiment maltraités. Donc voilà, c'est des chiens qu'il faut remettre en longe, qu'il faut attendre vraiment à ce que l'animal revienne à soi. Donc ça demande un peu plus de temps.
Après, on travaille avec la faim, c'est-à-dire que l'animal, on attend qu'il ait un petit peu faim et on l'amène à revenir avec des friandises à haute valeur gustative pour que l'animal dépasse sa propre peur. Si on laisse l'animal dans sa peur, elle va s'accroître. Donc il faut l'amener, il faut l'épreuve des bosses, c'est-à-dire en longe, l'amener à ce qu'il revienne vers nous, mais s'il ne revient pas, hop, l'aider un petit peu avec notre comportement, notre positionnement gestuel, notre intonation, à ce qu'il dépasse cette peur. Ça demande du temps, mais on y arrive. Alors après, il y a des comportements qui malheureusement seront irréversibles. On va l'aider à aller mieux, mais on ne va pas résoudre totalement le problème, hein, la problématique. Mais bon, pour la plupart des chiens, heureusement, on fait un travail extraordinaire. Et vous faites un petit peu tout ce qui est éducation, assis, debout, couché, ou vraiment c'est juste lui apprendre à ne pas faire de bêtises ou à ne pas faire pipi partout? Non, ou... dans l'éducation, tout est relié, tous les facteurs se regroupent. Donc en fait, c'est pas simplement assis, couché, pas bouger, on ne fait pas du dressage. En fait, ça en fait partie quand même, hein. C'est-à-dire que la position couchée, il faut bien le savoir, c'est pas un concours d'ego. Je ne suis pas en train de mettre le chien à mes pieds. Je suis simplement en train de lui apprendre que voilà, il faut que tu acceptes de travailler pour qu'il y ait un bon échange. L'animal, la position couchée, c'est la perte consciente de liberté. Donc on n'est pas en train de parler d'ego humain, on est en train de parler, voilà, il faut que tu sois dans l'acceptation du travail, autrement il n'y a pas de relation possible. Donc une fois que je vais l'amener à se coucher d'une manière sympathique, voilà, pas d'agression, on ne secoue pas le chien, on ne crie pas sur l'animal, surtout pas, hein, voilà, on va l'amener à se coucher de manière sympathique, mais l'animal doit accepter, autrement on ne peut pas passer de cap. Vous m'avez parlé de patience justement parce que les traitements prennent parfois, traitement entre guillemets, l'apprentissage prend parfois beaucoup de temps, mais quelles sont les autres qualités d'un comportementaliste? Oh, des qualités, on a un rôle, alors justement on a un rôle surtout préventif, on a un rôle curatif également, donc ce sont des rôles quand même qui sont importants, toujours dans le respect du maître et le respect du chien, on est toujours dans cette même dynamique. Le rôle du conseiller, il a un rôle de conseiller, il évite que s'installent les relations conflictuelles, inadaptées ou à risque. Donc déjà, le rôle préventif est déjà de taille. Le rôle curatif, en absence de maladie avérée, alors attention, le comportementaliste doit tenir compte aussi de l'état de santé de l'animal. Il faut qu'il soit en parfaite santé. S'il a une boiterie ou s'il a une maladie, voilà, on va s'y prendre autrement. Et avec justement travailler en équipe avec le vétérinaire. Voilà, nous ne sommes pas des vétérinaires, donc chacun doit rester à sa place. Donc en absence de maladie avérée, son analyse et expertise peuvent éviter de nombreuses erreurs. Il apporte des solutions adaptées à une problématique. Chez Yeltsin Dog, le climat d'apprentissage est bienveillant. La comportementaliste crée un environnement favorable. C'est très important que l'environnement, au départ, soit sécurisé, en confiance, pas de danger éventuel, même au loin. Les bruitages peuvent perturber un chien. Au départ, on travaille l'animal surtout sans stimuli extérieur. C'est-à-dire, voilà, dans la plus grande sécurité pour l'animal. Donc ça veut dire un terrain sécurisé. Voilà, pas en campagne où le chien est lâché. Au départ, c'est dans un lieu vraiment sécurisé. On encourage le processus d'apprentissage. Vraiment, on veut que le maître s'investisse dans la relation. C'est pas simplement assis, couché, pas bouger, il y a ta place. Il y a vraiment une vraie relation de compréhension. C'est-à-dire que si vous veniez sur mon terrain, je vous montrerai avec mon chien de démo, c'est-à-dire un chien que j'ai eu bébé, que j'ai façonné, que je lui ai appris le code communicationnel, et vous verrez, c'est un plaisir d'avoir un chien. Quelle que soit la race. Alors moi, je fais des démonstrations avec un malinois, un berger belge malinois, parce que ce sont des chiens qui apprennent vite et donc ça me fait gagner du temps. Mais autrement, toutes les races de chiens, quel que soit le chien, on lui apprend le code communicationnel justement pour qu'il y ait une bonne entente et un bon échange entre le maître et le chien. Donc ne vous arrêtez pas, je dis chaque fois lors des démonstrations, ne vous arrêtez pas à la race. N'importe quelle race, il suffit de prendre du temps. On éduque un enfant, on éduque un chien, c'est-à-dire prendre du temps à lui expliquer dans la répétition, hein, puisque l'animal, pour apprendre, il doit se tromper, puisqu'il n'y a pas de langage verbal. Moi, chérie, tu dois rester là parce que je te demande. Non, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est toute une codification avec des mots courts, clairs, simples, avec les mêmes intonations, avec la même gestuelle au départ, que l'animal va comprendre. Donc, vraiment, il y a tout un savoir-faire. Et je me régale d'apprendre au maître. Et puis le bonheur suprême, c'est lorsque les maîtres m'envoient des photos. Oui, super, ça marche. Voilà ma récompense.
C'est avoir des maîtres qui gardent leurs animaux parce que chaque année, c'est toujours le même problème. Les refuges sont débordés, la SPA, n'en parlons pas, donc on bat des records chaque année d'abandon. Donc je pense que l'éducation est essentielle si on veut une bonne communication canine, mais également garder son animal. Et justement, vous parliez d'un environnement stable pour l'animal. Oui. Est-ce que la première fois, par exemple, vous faites ça plutôt chez vous ou chez le maître pour que le chien reste dans son environnement? Au départ, si vous voulez, je fais une analyse comportementale, je me déplace à domicile et je fais un peu, comme entre guillemets, un état des lieux. C'est-à-dire je vois un petit peu comment le maître déjà, quelles sont les habitudes des maîtres, les rituels du chien, et je vais faire une petite synthèse en disant voilà, ça je vous déconseille. Après moi, je ne suis pas là pour donner des ordres à qui que ce soit, je suis là pour donner des conseils qui sont appropriés pour une bonne éducation, un bel échange. Maintenant, le chien qui est mal hiérarchisé, ça passera forcément mal. Les personnes qui me disent au téléphone, ah non, moi je sais comme ça et c'est pas autrement, eh ben, je suis désolée, c'est pas possible. On ne peut pas avoir tout et son contraire. Que ce soit pour un enfant ou que ce soit pour un animal, il faut quand même savoir que le chien, l'âge mental du chien, c'est l'âge mental d'un enfant de 2 ans et demi, maximum 3, à condition qu'on l'ait eu bébé. C'est-à-dire que le chien adulte est éduqué. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'un chiot, un chien adolescent, n'a pas la capacité à comprendre si on ne l'a pas codifié. Et c'est là où la problématique s'installe. On doit éduquer les chiens comme des chiens, avec la sensibilité, avec la codification, avec la prise de temps nécessaire. Voilà, le temps est important. Et l'animal le ressent, il y a l'intelligence intuitive de l'animal. Si vous êtes en train de communiquer avec l'animal, d'essayer de lui apprendre quelque chose, mais vous êtes en train de penser aux impôts que vous n'avez pas encore réglés, l'animal le ressent, donc il va décrocher. Il faut être à 100% dans l'éducation de l'animal, le temps que vous lui consacrez, même si c'est que 20 minutes par jour ou 1 heure par jour, il faut que cette heure-là, elle soit de qualité. Merci. Est-ce que vous pourriez rappeler votre institution? Oui, alors, je suis Yelsi Dog, c'est Sylvia de Yelsi Dog à OB. Je suis comportementaliste, je travaille avec les émotions de l'animal, avec la codification qui est essentielle, la formation du maître. Et Yelsi Academy les portes seront ouvertes à partir du 5 octobre 2020. Est-ce que vous pourriez nous expliquer plus en détail justement cette école? C'est pour les maîtres ou pour les gens qui doivent venir? Alors, c'est pour les éducateurs comportementalistes qui voudront se former. Ça sera également pour les maîtres désireux d'avoir les informations pour pouvoir travailler avec son animal dans de bonnes conditions. J'ai de plus en plus d'appels quand même, il faut le souligner, de personnes qui n'ont pas encore fait l'acquisition de chiens et qui m'appellent pour me dire quel est le chien que je dois prendre. Alors ça c'est fabuleux parce qu'il y a encore 10 ans les gens n'appellent pas. Donc c'est important qu'ils prennent conscience de la responsabilité. Alors malheureusement pas assez de personnes, mais c'est déjà un pas. Alors donc cette école sera ouverte pour les enfants également, faire des stages de sensibilisation au respect de l'animal, pour les éducateurs, les futurs éducateurs, mais également pour les maîtres. Donc vraiment c'est une maison de connaissances ouverte à tous. Et il vous est déjà arrivé de refuser un chien ou un maître? Non, jamais je peux dire non, je ne refuse personne. Je suis là pour aider. Après, je ne suis pas là pour obliger. C'est porte ouverte, c'est-à-dire que vraiment, si vous souhaitez vraiment, et quand on m'appelle, on est dans cette dynamique de trouver des solutions. Donc non, ça m'est jamais arrivé de refuser une personne. Maintenant, je peux l'inviter à aller dans d'autres accueils où on peut donner des conseils. Mais en général, non, ça ne m'est jamais arrivé de refuser, au contraire. Et pour les gens que ça intéresserait, peut-être, je suppose du coup que c'est tarifé, combien est-ce qu'il faut compter pour... Alors, la question, en fait ça dépend. Ça dépend énormément de la volonté du maître. Moi j'ai des maîtres qui viennent de loin, qui me prennent un stage d'une journée, 2 journées, qui prennent des notes, sont très investis, donc du coup à fond, donc ça va très vite. Maintenant, il ne faut pas être réticent sur la nourriture, parce que j'ai des irréductibles. Non, la friandise, attendez, la friandise, c'est le lien. Je parle au départ. Moi, mes chiens, je ne donne plus de friandise, ça va de soi, c'est l'émotion qui prend le relais. Mais au départ, cette friandise, c'est le lien, il faut qu'il y ait un intérêt intrinsèque. Intérêt principal, La Fontaine le disait déjà, hein, donc c'est valable pour les animaux également. Après, comme on va basculer sur l'émotionnel, on enlève les friandises et restera l'émotion. Donc là, c'est du pur plaisir.
Bon, vous ne pouvez pas nous donner de fourchette puisque justement... La fourchette, ça dépend en fait. Hein. Ça dépend de chacun. La personne qui investit, qui prend des notes et qui travaille les exercices, en quelques leçons, c'est réglé. C'est-à-dire entre 3 et 6 leçons. Après, pour les chiens qui ont des problèmes, ou les personnes qui ont du mal à mettre en place, quand je leur dis qu'il faut une place intimiste pour le chien dans la maison, une place référente, il y a des gens qui ne sont pas prêts psychologiquement. Et moi, je dois respecter ça, hein, c'est-à-dire que prenez le temps nécessaire. J'avais un monsieur qui s'appelait Christophe, qui était adorable, qui me disait « Mais Sylvia, ça fait 50 ans que je fonctionne comme ça m'est difficile moi, de changer les habitudes. » Prenez le temps. Prenez le temps. Si le temps, vous avez besoin de prendre du temps, ben prenez-le. Mais sachez que si vous appliquez tout de suite, vous aurez des résultats quasi immédiats. Ça, je peux vous l'assurer. Et justement, vous parliez de personnes qui veulent adopter un chien mais qui ne savent pas exactement quel chien prendre. Est-ce que vous faites justement de l'accompagnement, par exemple en venant avec les maîtres à la SPA pour leur dire que ce chien-là, ça va être plus non, votre caractère? J'accompagne pas parce que malheureusement le temps me fait défaut, mais je peux conseiller au téléphone et ce sont des conseils totalement gratuits. Hein. Voilà, une personne qui très gentiment m'a dit voilà, j'ai un mâle que j'ai adopté à la SPA, je vais prendre un canet corso mâle. Alors j'ai dit non, prenez plutôt un canet corso femelle si c'est vraiment la race qui vous plaît, mais ça va éviter les conflits. C'est-à-dire sexe opposé, ben, c'est toujours plus facile. Alors après, il n'y a pas de règles. C'est-à-dire qu'on travaille avec du vivant. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 2 mâles, 2 femelles qui peuvent très bien s'entendre. Vous pouvez avoir un mâle et une femelle qui ne s'entendront pas. Après, si les règles sont bien instaurées, dans la plupart des cas, un mâle et une femelle s'entendront. Merci beaucoup. Je pense que c'est bon. Oui, c'est bon pour nous. C'est parfait. Ah ben, je vous en prie, je vous remercie de m'avoir invité.